Donc, bonjour à tous et toutes. J'ai l'honneur de recevoir Corinna Geffner et Dominique Grant pour le livre de Klaus Mann contre la barbarie. Donc Corinna et Dominique ont traduit ce livre dont nous allons parler et je vais d'abord les laisser se présenter elles-mêmes. Alors bonjour, je suis Corinna Geffner, donc ce sera assez rapide. Je suis traductrice de l'allemand depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et Klaus Mann compte parmi voilà, les auteurs que j'ai traduits et qui m'ont le plus marqué, je pense. Bonjour, je suis Dominique Laure Miermont-Grant. Je suis traductrice de l'allemand depuis une bonne trentaine d'années. Et j'ai traduit en particulier d'abord Lou Andreas Salomé, puis Klaus Mann, et également Anne-Marie Schwarzenbach, qui était une amie de Klaus Mann, Suissesse alémanique. Donc Dominique, est-ce que tu veux commencer par nous lire un extrait du livre, donc le tout premier texte de Contre la barbarie? Ce premier texte s'intitule Le premier jour. Il est paru le 14 avril 1925, alors que Klaus Mann avait 18 ans. Pas encore, à peine 18 ans. Aujourd'hui, comme depuis des siècles, le premier jour à Paris est pour tout individu réceptif une expérience forte, impressionnante. Beaucoup en ont déjà témoigné. Nous sommes arrivés en avion. En 2 heures donc, nous étions de Londres à Paris, de la mégalopole européanisée au lumineux foyer de l'Europe. Et il se peut que cette incroyable soudaineté ait encore accru la fascination. Le vol en soi avait été une aventure dont l'intensité s'était très vite épuisée, dégénérant sur la fin en nausée et en léger ennui. Seul le moment du décollage fut réellement formidable, l'instant où l'on se détache de cette bonne vieille terre avec une audace proprement luciférienne, où les champs s'enfoncent à vous donner le vertige, où le paysage se transforme progressivement en carte géographique. La descente, elle, ne se distingue presque en rien d'une épouvantable chute. Dans une oblique expressionniste, le sol se précipite à votre rencontre, une ville se précipite à votre rencontre, et Paris est là. Certaines villes mettent des jours, d'autres des semaines à dévoiler leur spécificité et leur charme. Paris convainc et même subjugue en quelques heures. Dès l'instant où l'on traverse en taxi la renversante étendue de la place de la Concorde, on est émerveillé. Quand, depuis l'Arc de Triomphe, on a vu la descente des Champs-Élysées, on ne peut se soustraire au sortilège de la capitale. Ensuite, on vous accueille à l'hôtel en vous causant de manière charmante. Encore tout étourdi par le voyage en avion, on s'assied au café. Le thé est mauvais, mais servi avec classe. Il règne une incroyable confusion babylonienne. Autour de soi, on entend toutes les langues. Des Espagnols gesticulent avec rudesse à la table voisine, des Américains, admirés et raillés, sont fiers de ne pas avoir besoin du français, même pour parlementer avec le garçon. On veille à leur confort avec le plus grand zèle, car ils ont la réputation d'être très riches. Des Russes, des Nègres, des Turcs et des Japonais sont assis là, silencieux, ou en proie à une gaieté exotique et débridée. Des Suisses déploient de louables efforts pour se faire comprendre. Et au milieu de tout cela, les Français, malins, amusés et avides de gros pourboires, prêtent l'oreille à ce vacarme. Quant à nous, nous observons. Et soudain, telle une vision d'épouvante, s'abat sur nous la pensée que tous ces peuples se sont fait la guerre. Ils ont tiré. Il ne s'agit pas d'une théorie pacifiste. C'est une peur, une horreur soudaine qui vous étouffe et qui n'est compréhensible peut-être que pour celui qui n'a pas vécu le jour de la mobilisation en août 1914, parce qu'à l'époque il n'était qu'un enfant. Par la suite, ce jour a pu constituer, pour tous ceux qui l'a bouleversé, une sorte de justification des 4 années de guerre. Mais dans ce café, au milieu de ces peuples, dans cet endroit où toutes les langues se fondent en un brouhaha invraisemblable, nous n'avons plus soudain que cette seule pensée: ils ont tiré. Et que d'aucuns veuillent de nouveau en arriver là, voilà une chose que nous n'osons imaginer. Empli d'une pieuse curiosité,
On visite Notre-Dame. La lumière des magnifiques vitraux rouges, bleus et verts traverse les perspectives obliques des allées gothiques. On marche en réfléchissant. Mais le soir, je suis sur les hauteurs du vieux Montmartre, et derrière moi, le Sacré-Cœur est blanc dans l'obscurité. À mes pieds, dans la brume surmontée du scintillement mat de la lumière électrique, s'étend l'immensité de la ville. Son bruit ne me parvient qu'assourdi. Un aboiement se détache parfois, un klaxon, et avec un respect qui est comme une stupeur, je comprends soudain ce qu'est cette ville, cette grande ville, là, en bas, dans le scintillement de la brume et de la lumière électrique. Que l'Allemagne, et non la France, soit le sol où, après bien des peines et des luttes, l'avenir ait enfin le droit de naître, telle est ma conviction sacrée, car l'Allemagne est le pays qui fait le plus d'efforts. Mais c'est dans cette ville que se concentre, aujourd'hui comme depuis des siècles, la splendeur de l'Europe. Merci beaucoup Dominique. Donc ça c'est le texte qui inaugure le recueil Contre la barbarie. Avant de parler donc vraiment de ce livre, est-ce que vous pourriez nous présenter l'auteur, donc Klaus Mann? Quelle est sa place dans la littérature allemande? Quel est son parcours qui est quand même très particulier? Qu'est-ce qui le distingue en fait des autres écrivains de son époque? Ce sont de vastes questions auxquelles Dominique va commencer à répondre. C'est très gentil. Et nous répondrons ensemble. Je voudrais juste dire un mot tout de même sur ce texte, parce qu'en le réécoutant, je suis frappée à quel point c'est une déclaration d'amour à Paris, certes, mais aussi à la France. Et ça, c'est tout à fait fondamental, surtout à cette date. Et je crois que il faut le souligner d'emblée, Klaus Mann est quelqu'un qui ne s'est jamais borné à son petit univers allemand, mais qui a constamment regardé par-delà les frontières. Enfin, qui a voyagé par-delà les frontières. Oui. Et qui croyait en l'Europe, justement. Le texte se termine sur ce mot. La splendeur de l'Europe se concentre dans cette ville. Bon, c'était un Européen convaincu depuis l'enfance. Klaus Mann, c'était un être qui ne comprenait pas que les hommes puissent, comme il dit, se tirer les uns sur les autres. La communauté humaine, pour lui, est fraternelle et doit contribuer à grandir les peuples, chaque peuple, parce que chaque peuple, effectivement, est une entité, mais une amitié franco-allemande, comme elle a pu naître après la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, mais bien plus magnifiée. Enfin, il y a eu avant lui des gens comme Victor Hugo qui ont été aussi des grands Européens et même des grands mondialistes. Enfin, ils étaient des citoyens du monde. Et Klaus Mann le dit également. Je suis un citoyen du monde. Voilà, en tant qu'Allemand, c'est assez remarquable d'avoir un Allemand. Klaus Mann a vécu son enfance pendant la Première Guerre mondiale. Il a vécu à l'école de Revancharde, où justement les instituteurs appelaient à la revanche. La France était l'ennemi mortel, et il fallait tracer la voie pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais Klaus Mann n'a jamais pu comprendre cela, nourri de littérature de Victor Hugo, justement, Balzac, de littérature française essentiellement, ayant appris le français par lui-même, avec le dictionnaire allemand-français à côté de lui, il traduisait, il lisait Rimbaud, Baudelaire dans le texte, et il a acquis comme ça une grande connaissance de la langue française. Il était vraiment pro-français. La France était pour lui le phare du monde, d'une certaine façon, enfin de l'Europe déjà, mais c'était son phare. Mais oui, et je crois que ce qui est très, très intéressant aussi dans ce texte, ce qu'on sent d'emblée, parce qu'on comprend d'emblée, c'est sa conscience politique qui, à ce moment-là, est encore naissante, s'enracine non pas dans une réflexion théorique, mais dans un ressenti physique des situations. Et c'est alors à la fois ce qui fait tout son prix et en même temps ce qui posera toutes ses difficultés. Parce que il est un véritable sismographe, mais physiquement. Et c'est ça, je trouve, qu'il est important de souligner,
c'est que chez lui, ça s'inscrit réellement dans la personne, dans la chair, dans le corps. Ça n'est pas quelque chose qu'il acquiert par une réflexion théorique. Ça vient après, ça vient aussi. Mais tout ça se conjugue pour donner l'homme qu'il a été. Oui, effectivement. Alors en fait, donc Klaus Mann est un auteur qui a publié de nombreux livres. C'était vraiment un écrivain très très prolifique et ça, bon, on pourra revenir là-dessus un peu plus tard. Donc ce livre Contre la barbarie, donc ça a été publié une première fois en 2009 aux éditions Phébus par Daniel Arcan, a été republié l'année dernière aux éditions Libretto. Oui, je peux peut-être. Voilà, merci, voilà, de voilà. Voilà, et donc c'est un livre qui est tout à fait particulier puisque du vivant de Klaus Mann, ça n'a pas été publié en tant que tel. Il s'agit en fait d'un recueil, d'une collection de textes très différents qui ont donc pour point commun d'être politiques et donc d'être voilà dans la lutte contre le fascisme, puisque ce qui distingue aussi tout à fait Klaus Mann, c'est son engagement politique extrêmement fort. Et j'aime beaucoup son expression de sismographe parce que c'est ce qu'on ressent le temps vraiment. Et donc c'est une idée qui a vu le jour. Comment en fait, puisque Dominique, c'est toi en fait qui est à l'origine du projet, si j'ai bien compris. Oui, effectivement. C'est une histoire de rencontre. Oui, mais d'abord, faut dire que les éditions qui publient Klaus Mann, les éditions Revolte de Hambourg, ont publié dans les années 90 5 recueils d'essais, chroniques et autres textes parlant de toute l'actualité politique, où Klaus Mann exprimait toute l'actualité politique, littéraire, son goût pour la littérature française, par exemple. Il y a beaucoup d'articles dans ces volumes. Bon, et moi, j'ai été intéressée très tôt par son engagement politique. Donc, j'avais sélectionné toute une liste d'articles qui montraient depuis 1925 ou 31, enfin fin de 25-31 jusqu'en 1948, Klaus Mann avait lutté pas après pas contre la montée de la dictature, puis contre Hitler contre le régime une fois installé, puis contre après la guerre ces Allemands qui continuaient quelque part de croire en Hitler, ou ces Allemands qui retrouvaient une place privilégiée dans la société allemande. Et ça s'arrête là en 48. Bon, après Klaus Mann, faut bien dire, se suicide en mai 49. Donc voilà, c'est vraiment carrément jusqu'au bout de sa vie, quasiment jusqu'au bout de sa vie. Et puis donc j'avais cette liste, ce désir de publier, je cherchais un éditeur, et un jour j'ai rencontré Corinna qui est venue chez moi pour m'interviewer à propos d'Anne-Marie Schwarzenbach justement. Et non pas de Klaus Mann. Et en discutant, j'apprends qu'elle travaille pour Phébus, qu'elle fait des lectures, enfin pas des lectures, pardon, des traductions et lectures aussi. Des lectures, oui, de textes, enfin bon. Et et je dis, Phébus, c'est mon rêve, j'adore cette maison d'édition, les livres qu'il publie, les couvertures, je rêve. Alors elle me dit, écoute, et je lui parle donc de ce projet, je dis Klaus Mann. Klaus Mann, me dit-elle de son côté, justement, j'en viens d'en entendre parler par Daniel Arcan, qui m'a dit qu'il aimerait bien je crois qu'on avait déjeuné un peu de temps auparavant et que Daniel m'avait parlé de son amour pour Klaus Mann et on avait évidemment publié. Donc voilà, enfin j'ose pas parler du hasard des rencontres parce que là ça se sent pas tellement le hasard, mais c'est quand même très beau comme conjonction de désir. Le point de départ, voilà, c'est une conjonction de hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà, exactement. Et voilà, et chacun arrivant avec un désir et un travail déjà en cours. Ce qui a permis justement que les choses se fassent très vite. Alors ensuite, comment est-ce que le projet s'est concrétisé et notamment comment s'est fait le choix des textes, comment vous êtes répartis les traductions? Alors pour le choix des textes, ils avaient été faits par Dominique qui a réellement constitué l'édition, qu'elle a également annotée. Après pour la répartition, je sais plus tellement, il y avait des textes qui étaient déjà traduits.
Oui. Après, je pense que ça a été relativement aléatoire. Oui, c'était très simple. Enfin, il n'y a pas eu de conflit majeur, majeur. Non, pas du tout. Il y avait les textes que Dominique avait déjà traduits, Oui, voilà. et puis dans ceux qui restaient à traduire, je pense qu'on s'est réparti la tâche. Alors peut-être qu'on l'a fait chronologiquement, c'est pas impossible, mais je n'ai pas, peut-être pas de façon systématique. J'ai fait exactement. Enfin, ça. Et alors, Dominique, quand tu as fait donc le choix des textes, parce que le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de textes, puisque Klausman était quand même quelqu'un qui avait beaucoup écrit. Comment est-ce que tu as procédé justement pour faire ce choix? Bah, je dois dire que ce choix, j'ai choisi les textes qui me parlaient le plus. Oui. C'est essentiellement ça. Je pense pas, enfin, je sais pas très bien, toi-même, Non, on peut pas dire que t'as pris le reste, c'est pas du tout ça, mais non, voilà, c'est pas du tout. à vrai dire, c'était pas un problème. Enfin, ça s'est fait tellement naturellement que c'est pas tellement capable de dire. Mais je dois quand même ajouter parce que Ouais. après, enfin, je sais plus comment j'ai réagi sur le moment, mais j'étais pas censée être partie prenante de ce projet. J'étais censée faire le go-between Voilà, et m'effacer. Et en fait, voilà, après j'étais invitée vraiment bah oui. à participer activement en traduisant. Et c'était formidable. Mais au départ, enfin, je pensais pas du tout que ça Oui, allait, c'est vrai, voilà, que j'allais être partie prenante de la chose. Bah oui, Et ça n'a été que le début, puisque après ça s'est poursuivi. Donc c'est en fait c'est vraiment une aventure commune qui s'est nouée à ce moment-là et qui s'est poursuivie au fil des années, quand même, qui a donné lieu à un certain nombre de complications. De façon très souple, quoi, et Exactement. non conflictuelle. Enfin, c'était très simple et agréable. Oui, là tu parles en fait d'autres Harmonieux. œuvres de Klausman qui ont été publiées. Mais parce que ce premier volume a existé en fait. Par exemple, tiens, j'ai Fin de rencontre Oui, à l'infini. mais avant ça, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'était un roman inédit un roman inédit en français de Klausman. Mais avant, il y a eu Aujourd'hui et demain, qui a été un autre recueil constitué par Dominique autour justement de l'amour de Klausman pour la France. Qui reprend beaucoup justement des chroniques littéraires sur les écrivains français que tu évoquais. C'est très différent de... Oui, certes, c'est très différent, mais en même temps, son amour de la France, évidemment, en particulier. Moi, ce qui me frappe beaucoup quand je lis Klausman, c'est le côté très visionnaire qu'il a, en fait, dans ses jugements, sa grande lucidité sur les personnes, et cette capacité qu'il a, en fait, à anticiper, et on se demande, mais comment est-ce que les autres n'ont pas vu ça? Mais oui, c'est que Klausman avait une qualité que les autres n'avaient pas, c'est de ne pas transiger sur les valeurs qu'il défendait. Et qui sont les valeurs de la Révolution française. D'où l'importance de la France pour lui. En fait, c'est la France, c'est le pays de liberté, égalité, fraternité, respect de la personne humaine, justice, paix. Voilà, toutes ces valeurs-là, dès qu'elles étaient mises un tant soit peu à mal par quelques personnes que ce soit Stefan Zweig ou Hitler lui-même, enfin bon le pouvoir, eh bien là ça s'arrêtait et il n'était plus d'accord. Ça a été le cas effectivement aussi pour Gustav Gründgens, ce fameux acteur qui est au centre de son roman Mephisto et qui pactise avec le diable. Oui, et puis ce qui est quand même tout à fait frappant, c'est de voir que dès mars 1933, toute la famille, intégralement, à part les grands-parents, quitte l'Allemagne pour aller donc s'installer qui en Suisse, qui pour Klausman, c'est à Paris, hein, je crois. Enfin, c'est quand même un choix d'une radicalité absolue, parce que ça veut dire aussi que tous les biens de la famille qui sont restés en Allemagne vont être saisis et qu'ils vont perdre. Et en plus, à cette époque-là, Klausman était un jeune aussi. C'est quelqu'un qui a un engagement militant très jeune, très intransigeant et qui lui fait faire des choses que peu de gens on le pourra se faire. Mais ça va même encore plus loin, parce que effectivement, les parents Mann, Thomas et Katia Mann, étaient déjà en Suisse quand Klaus et Erika ont quitté l'Allemagne en toute, enfin de façon assez éperdue, on va dire. Mais Thomas Mann, par exemple, a mis 3 ans avant de rejoindre son fils.
a rejoint tous les écrivains qu'on appelait les écrivains de l'émigration. Il n'a pas soutenu cette émigration. Il n'a pas soutenu la revue de son fils, dit Zamlong, le Rassemblement, où justement pouvaient s'exprimer tous les écrivains qui étaient persécutés en Allemagne, enfin qui avaient émigré et qui étaient persécutés en Allemagne. Donc c'était pour ça que oui, parce qu'il faut bien le dire pour les personnes qui ne le savent pas, que Klausman est quand même le fils de Oui, on aurait peut-être dû le dire plus tôt. Oui, mais voilà, non, c'est pas le dire au début, c'est pas le début de trop facilement le situer. Voilà, c'est ça. Voilà. Justement, c'est le neveu de forme d'individualisation. C'est ça. C'est aussi le neveu de Heinrich Mann. Donc, c'est vrai qu'il est issu lui-même d'une tradition littéraire très forte, mais politiquement, effectivement, c'est lui qui est la tête de pont, si je puis dire, de la famille. Et son oncle aussi, Heinrich Mann, oui, c'est ça. Était très engagé aussi. Mais voilà, c'est ça, peut-être la famille était déjà politiquement pas du tout homogène entre Thomas Mann qui a eu un parcours beaucoup plus long et beaucoup plus beaucoup moins évident vers réactionnaire, disons au départ, par voilà, rapport à son frère, pas dire, mais par rapport à son frère Heinrich Mann, qui était un socialiste convaincu, humaniste. Voilà. Et donc ça a accroché entre eux, le reste. Oui, ça a été une grande brouille. Voilà. Et donc lui, il se sentait, franchement, il se sentait plus proche de son oncle. Ah bah oui, beaucoup. De cet oui, idéal. Au début, dans Zamlung, je pense que c'est Heinrich qui participe. Qui est parrain, oui, qui est parraine. Voilà. Parraine, avec Gide. Tandis que Thomas Mann ne participe pas au début. Ah non, pas du tout. Mais non, il refuse. Il a refusé, et puis il y a eu quand même beaucoup d'écrivains qui se sont, qui ont accepté, certains du bout des lèvres qui se sont rétractés parce qu'ils étaient inquiets de cette façon de s'exposer dans l'opposition au régime. Bon, il faut dire qu'ils avaient à perdre, enfin ils pensaient qu'ils avaient à perdre. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Klausman a eu affaire à forte partie. Mais je voudrais revenir sur le fait que c'est quelqu'un qui a quand même très tôt été exposé à la critique, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, sa filiation ne l'a pas invisibilisé, loin de là, parce qu'il était suffisamment écrivain et désireux d'explorer le monde littéraire pour produire, pour écrire du théâtre, jouer, explorer un certain nombre de voies, et donc il était parfaitement présent sur la scène culturelle et littéraire, et extrêmement critiqué aussi, parce que c'est vrai, on le comparait très régulièrement à son père, et puis on vilipendait ce qu'on pensait être une posture de dandy qui se réfugiait facilement dans un certain nombre de clichés, nouvelles manières, et donc il a eu fort à faire aussi pour casser cette réputation tenace qui s'attachait à lui et montrer qu'il c'était pas ça. Voilà, donc il a de longue date été obligé de batailler aussi pour exister, non pas pour exister en tant que tel, mais pour exister en tant que lui-même. Non pas que fils de. Et non, voilà. Bon. Moi, si je me permets de faire une aparté, parce que moi, il y a aussi quelqu'un qui me frappe énormément, c'est la sœur Erika. Oui, j'allais en parler. Qui me paraît hallucinant. Parce que dans le contexte de l'époque, pour une femme, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Ils sont très très liés, tous les deux. On dirait qu'ils sont jumeaux. Oui, ils se font passer pour des jumeaux d'ailleurs. Et elle a un rôle avec Klaus, tous les deux sont sur la même longueur d'onde en permanence, du cabaret, parce que c'est un personnage en fait qui méritait qu'on écrive dessus davantage. Oui. Bah, je pense que sans elle, il n'aurait probablement pas fait tout ce qu'il a fait. Oui, parce que je suis pas sûre quand même. Non, je dirais pas ça, non. Mais bon, elle était là de toute façon. Sans elle, je sais pas si c'est vrai que par exemple, ce qui est extraordinaire dans le rôle de Erika, c'est que bon, Klaus Mann a toujours voulu écrire, même quand il ne savait pas écrire. Et quand il ne savait pas écrire, ses frères et sœurs Golo, le frère suivi en particulier, racontaient que Klaus n'arrêtait pas de raconter des histoires, d'imaginer des histoires avant l'âge de 6 ans. À 6 ans, il a su écrire, mais avant, qu'est-ce qu'il faisait? Il dictait à sa sœur Erika les histoires.
qu'il se racontait. Donc il a su écrire d'une certaine façon grâce à Erika avant d'écrire lui-même véritablement. C'est étonnant cette fin de traduire le monde, de traduire son imaginaire par des mots, et il n'a pas arrêté d'écrire jusqu'à quasiment sa mort. Malheureusement, après la guerre, il a eu une sorte de panne. Enfin, il n'arrivait pas à écrire aussi facilement. Il écrivait comme il respirait. Mais aussi, il y a un moment, moi je trouve ça assez hallucinant aussi. Il a abandonné l'allemand. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Mais oui, mais ça, justement, ça montre cette intransigeance et en même temps ce besoin de communiquer avec le peuple américain, pour pouvoir puisque ces livres ne pouvaient pas être traduits de toute façon pendant la guerre. Bon, bah, il a écrit lui-même en américain sa propre autobiographie, par exemple. Et puis des nouvelles, effectivement, et des articles. Mais ces grands livres, en dehors de celui dont, évidemment, son autobiographie, The Turning Point, justement, The Turning Point, oui. Oui. Alors on peut peut-être repartir justement sur la question de l'abandon de l'allemand pour l'anglais, pour l'américain, qui a été motivé par son immigration aux États-Unis, et la nécessité qu'il a éprouvée à ce moment-là de continuer à faire entendre sa voix, mais pour ça il ne pouvait pas le faire en allemand. Donc avec un courage absolument incroyable, il a appris l'anglais, et il n'a pas seulement appris l'anglais, il a commencé à écrire et s'exprimer en anglais, ce qui est tout à fait différent. Et tous ceux qui ont émigré parmi les intellectuels et écrivains n'ont pas fait ce choix. Hein, il est parmi ceux qui ont fait ce choix, qui était un choix extrêmement courageux, parce que ça signifiait abandonner la langue dans laquelle il pensait et respirait et écrivait, et donc abandonner ses moyens littéraires. Parce que je pense qu'il avait tout à fait conscience qu'en s'exprimant en anglais, il ne disposait pas des mêmes moyens qu'en allemand. Et je pense que ce choix a été dicté non pas par un refus du coup d'utiliser une langue qui aurait été abâtardie, enfin complètement dévalorisée par l'usage qu'en faisait le régime nazi. Je crois que ça a été vraiment un choix très pragmatique qui a consisté à se dire je veux continuer à faire passer le message. Et après donc il est revenu à l'allemand, c'est-à-dire que c'est pas ça a été vraiment un abandon temporaire et stratégique, pragmatique. Je sais pas si oui, il a adopté une autre forme de contact. Et d'ailleurs, il a abandonné le pacifisme en même temps, quasiment. Parce que c'était un pacifiste dès le départ. Enfin, c'est pas ce que tu en penses. Mais le tournant, c'est justement le moment où il décide d'entrer dans l'armée américaine. C'est ça, le tournant. Il devient un GI. Il fait ses classes. Il attend désespérément qu'on lui donne la nationalité américaine parce qu'il ne peut pas partir à la guerre. Enfin, mais voilà, il abandonne. Il va choisir d'abandonner sa langue maternelle et son pacifisme natif, je dirais, intrinsèque à sa personne. C'est incroyable pour moi. Excusez-moi, je termine juste parce qu'il y a une idée qui me vient et que je vais les oublier rapidement, mes idées. C'est que pour moi, Klaus Mann, on prononçait le mot de courageux. Eh bien, pour moi, il est plus que courageux, il est héroïque, véritablement héroïque. Non, je suis tout à fait d'accord. Hein. Voilà, non, mais je pense que tu as tout à fait raison de le souligner parce que c'est une chose qui m'a frappé, cette forme d'héroïsme qui est totalement invisible. Je pense à beaucoup de passages du journal de Klaus Mann où il parle de la peur. Et la peur qui s'attache alors ça c'est le tournant, mais voilà le journal intime, il y a effectivement beaucoup de volumes aussi où il parle de la peur au quotidien une fois qu'il a quitté l'Allemagne et enfin qui est un phénomène un sentiment que connaissent tous ceux qui sont partis
qui perdaient non seulement tous leurs repères, leurs moyens de subsistance aussi, et qui ne savaient jamais s'ils allaient être rattrapés par des sbires du régime nazi. Donc il y a la peur est là au quotidien, et c'est pour ça que je trouve que c'est absolument admirable d'avoir continué à lutter dans ce contexte-là où tout fichait le camp, enfin, tout ce qui constituait sa vie avait fiché le camp. Enfin, c'est quand même pas rien. Et habiter dans des conditions de misère quand même relative, mais quand même qui s'aggravent de plus en plus, de misère économique. Il y a des passages dans le journal intime. Il y a un passage en particulier, je me souviens, où il a 2 cents en poche. Il ne peut même pas s'acheter un café. Et il téléphone à des amis à droite, à gauche, en leur demandant s'ils peuvent l'aider. Et au bout de je ne sais combien de coups de fil, il tombe sur quelqu'un qui lui dit je te donne rendez-vous et qui lui paye un café. Mais il n'a pas autre chose. Il n'a rien, il n'a pas de subside. Alors c'est un moment, la fin de la guerre en Amérique. Alors c'est pour ça aussi que le fait d'entrer dans l'armée lui donne des moyens évidemment pour survivre aussi, mais aussi bon cet engagement d'aller jusqu'au bout pour abattre la bête immonde, et effectivement ce but sera atteint, même si il sera bien remis en cause, en question avec l'après-guerre, l'immédiate après-guerre, la guerre froide, qui pour Klaus Mann est une catastrophe véritable. Enfin, tout ça pour ça. Il a lutté pour abattre, pour qu'il n'y ait plus cette guerre. Et immédiatement après, les deux blocs américains et russes s'affrontent. Pour lui, enfin, avec d'autres, évidemment, d'autres facteurs qui sont essentiellement, d'ailleurs, le fait que Méphisto, il voulait publier Méphisto, qui a été publié en 1936, aux éditions hollandaises, enfin à Amsterdam, aux éditions Querido, donc dans l'édition qui publiait les émigrants ou les émigrés allemands. Les éditions Langenscheidt, ils avaient signé un contrat avec les éditions Langenscheidt pour que on reprenne en Allemagne, l'Allemagne de l'après-guerre, l'Allemagne de l'Ouest en l'occurrence, qui n'existe c'était pas encore, oui, mais bon, dans cette partie de l'Allemagne, la partie américano-franco-anglaise, puisse être publiée, et je crois que c'est 2 ou 3 jours avant son suicide qu'il reçoit une lettre comme quoi les éditions Langenscheidt annulent le contrat qu'elles ont signé avec lui pour reprendre Méphisto. Alors que tous les autres livres, c'était le livre auquel il tenait le plus pour montrer cette image d'un être qui, dans sa jeunesse, a lutté pour le communisme, pour les ouvriers, et qui, quand un régime lui tend une perche, même si ce régime est fasciste, il tend la main, il lui sort la main, et il perd. C'est toujours un livre phare, enfin, de sa production. Oui, mais sans doute que à l'époque, justement, peut-être que les Allemands ne voulaient plus lire ce genre de choses, parce que justement, on voulait passer à autre chose, oublier. C'est la panique. Mais c'est surtout mission, justement, qui avait été faite. Et je pense notamment à l'acteur, donc, qui Grungens, le personnage. Puisqu'en fait, cet acteur revient sur le devant de la scène. Il a une petite, très courte purgatoire, petite dénazification. Et puis après il revient. Alors que lui, il n'existe pas. Klaus Mann n'existe pas. Que les autres existent à nouveau. C'est ça qui est terrible quand on dit que c'est la barbarie, c'est que les derniers articles, donc, qui sont écrits au moment de la fin de la guerre, montrent déjà que la victoire ne va pas être, comment dirais-je, égalitaire, dans le sens où certains qui ont collaboré vont réussir à conserver leur place, alors que d'autres qui se sont battus, notamment en immigrants, ne retrouvent pas en fait cette place. Non, alors que c'est eux, entre guillemets, les justiciers, si je peux employer ce terme. Donc c'est quand même terrible. Les sacrifiés. On peut dire les sacrifiés. Les sacrifiés. Je crois que l'après-guerre a été extrêmement amère. Parce qu'en fait,
ni les résistants de l'intérieur, ni les résistants de l'extérieur enfin, on ne leur a pas rendu justice. C'était, je veux dire, c'était impensable d'acter ce qu'ils avaient, eux, enfin, ce qu'ils avaient dit. Je pense que pour une grande partie et puis bon, il faut dire aussi que les Alliés n'étaient pas très chauds pour leur laisser la parole et qu'ils préféraient se servir de ceux qu'ils avaient pris la main parce que c'était une façon aussi de les contrôler. Bah, bien sûr, évidemment. Donc il y a beaucoup de facteurs qui ont joué et il faudra ensuite des décennies pour qu'on puisse commencer à rendre justice à tous ceux qui ont été non seulement lucides mais qui ont combattu. Voilà, et maintenant on commence, ça commence à entrer dans la conscience collective, mais c'était visiblement trop tôt à l'époque. C'est pour ça qu'on rend aujourd'hui justice à Klaus Mann et à Claude Vigée. Oui. Il faut rendre justice aussi à la France, et en particulier à quelqu'un comme Ariane Mouchkine. C'est grâce à elle que ce fameux livre de Méphisto a pu, il a fallu encore des décennies, mais en 1979, elle monte un théâtre, une pièce autour de Méphisto qu'elle a découvert par hasard alors que ce livre était interdit en Allemagne de l'Ouest. Mais il était interdit en Allemagne de l'Ouest. On pouvait le publier en Allemagne de l'Est, aux éditions Aufbau, hein. Et donc, ce livre pouvait circuler sous le manteau. Elle, un jour, dans le quartier latin, elle passe devant une librairie et devant une caisse, il y avait une caisse devant sur le trottoir, et elle voit Méphisto, elle se dit, tiens, ça se connaît pas, elle prend, elle lit, elle se dit, mais c'est une histoire extraordinaire. C'était une traduction, depuis, donc, la traduction, enfin, depuis le livre publié en Allemagne de l'Est. Et là, il y a eu comme une sorte de mayonnaise qui a pris, parce qu'au même moment, Istvan Szabo, le réalisateur tchèque, a fait un film qui s'appelle Méphisto aussi, avec Klaus Maria Brandauer dans le rôle de Méphisto. Et bon, moi, je dois dire que c'est là, en 79, j'ai découvert Méphisto. Je ne m'intéressais pas du tout à Klaus Mann. J'ai commencé à m'y intéresser grâce à Ariane Mouchkine, à ce film, donc 79-81, vous voyez. Et puis, alors après, j'ai commencé à lire, évidemment, Méphisto, après le tournant, et le reste, la suite, enfin voilà, et c'est comme ça que je suis arrivé je me suis dit, mais l'auteur n'est pas traduit en français, enfin, il faut absolument le faire connaître. Enfin, je me suis pris véritablement d'un énorme intérêt pour cette épidémie. Voilà, c'est un peu comme ça qu'a commencé mon aventure avec Klaus Mann. À l'époque où Ariane Mouchkine a découvert Méphisto, il y avait que ce texte-là qui était traduit alors. Oui. D'accord. Mais qui était traduit, oui, qui était traduit. Oui, parce qu'elle n'était peut-être pas l'allemand, donc. Non, mais dans une édition qui n'était pas pas à partir d'une édition ouest-allemande. Il a fallu est-allemande, donc c'était quand même deux zones complètement, enfin c'était pas deux Allemagnes qui n'avaient rien à voir. Absolument, Rocamadour, c'est tragique. Oui. Et donc ce qui s'est passé ensuite, donc on est en 79-81. Il a fallu encore des années parce qu'il y a eu un procès, le plus grand procès littéraire de l'après-guerre a été le procès autour de Méphisto, car Gründgens, qui était donc le personnage, Klaus Mann a beau dire que ce n'est pas un roman, comment on appelle ça, à clé, bon, tout le monde savait qui était Méphisto. D'ailleurs, il l'appelle Hendrik Höfgen, HH, alors qu'il s'appelait GG, Gustav Gründgens, par exemple. Enfin, un peu transparent. Oui, c'est très transparent. Il y a le personnage de sa sœur, il y a Thomas Mann dans cette aventure. Il y a Erika aussi. Enfin bon, tout le monde a su détecter qui était qui. Et lui-même d'ailleurs avait peur parce qu'il pensait dans des lettres à sa mère. Il dit oui, peut-être que Méphisto va commencer à se venger contre moi, qu'il va être en but à des attaques, parce que tout le monde reconnaît, bon, ça n'a pas été véritablement le cas, et ça a fait sa gloire. Mais pour continuer sur la publication, donc Méphisto en 79-81, et aucun éditeur n'ose publier Méphisto en Allemagne de l'Ouest. En particulier Spangenberg, les éditions Spangenberg, parce que c'est Erika Mann, après la mort de son frère, qui pendant 20 ans
va essayer de faire publier Méphisto et l'œuvre de Klaus Mann, mais en particulier Méphisto, puisque c'était le livre que que les éditions que j'ai dit tout à l'heure, Enfin, non, Carido. non, c'est pas grave. Ne voulait pas publier. Il avait fait un contrat, je l'ai dit au début de Langenscheidt, voilà, c'est ça. Et bon, bah, c'était pas question que ce soit publié. Et en 63, le fameux Gustav Gründgens meurt. Il n'avait pas tellement réagi à ce livre. Il avait laissé faire. Touche pas, les choses ne bougeaient pas. Erika n'arrivait pas à faire publier le livre de son frère. En 63, il meurt donc, et c'est le fils adoptif de Gründgens, un certain Gorky, qui n'a rien à voir avec le truc, qui a fait un procès. Et on est allé de procès en procès, c'est monté jusqu'à la Cour constitutionnelle allemande, d'Allemagne de l'Ouest, qui a interdit ce livre. Mais régulièrement, il y avait des petites traductions, enfin des petits, pas traductions, mais des extraits ou des qui circulaient sous le manteau, mais le livre ne pouvait pas être publié. Bon. Et puis, 79-81, donc ces fameuses dates arrivent, Mnouchkine et Szabo, et là, les éditions Revolt, qui étaient les éditions phares donc de Klaus Mann, qui sont toujours des éditions de Klaus Mann, bah ils ont dit on va prendre le risque, on va quand même publier Méphisto quand même, parce que ça fait trop longtemps, bien sûr on risque d'avoir la Cour constitutionnelle qui nous tombe dessus, mais prenons le risque. Il s'est rien passé. Et c'est tout de suite passé à 1 million d'exemplaires, enfin en quelques années, ça s'est arraché comme des petits pains. Bah oui, bien sûr. Et je me souviens qu'il y a au moins 15 ans, on a fêté l'anniversaire de la mort non, pas de la mort, 49, oui, ben non, c'était pas, enfin bon, il y a eu un anniversaire, et autour de Klaus Mann, tout le Gotha autour de Klaus Mann s'était réuni à Hambourg, je me souviens, et là, on apprend par l'éditeur que en fait, ils auraient très bien pu publier Méphisto, parce que, comme je vous ai dit, c'était les éditions Spangenberg qui avaient été interdites de publier Méphisto plus tôt. Mais la décision de la Cour constitutionnelle n'était pas dirigée contre un autre éditeur, éventuellement, s'il avait demandé. Revolt aurait pu et d'autres auraient pu demander. Donc on a perdu un temps fou avant de publier. C'est fou. Le manque de courage, comme toujours, qui permet de triompher à la dictature. Enfin, alors, est-ce que Dominique, tu pourrais nous lire l'autre extrait, donc page 296, pour faire le lien avec la suite? Non, c'est bien. Ouais, c'est ça, 296. Alors, on est peu après la victoire, enfin peu après 1930. C'est à peu près à ce moment-là, donc peu après sa victoire éclatante aux élections du Reichstag de 1930, que, dit Klaus Mann, je me retrouvais par hasard assis à quelques pas de lui, Hitler, dans un salon de thé de Munich. Ce n'était pas un des établissements où il avait ses habitudes, sinon j'aurais évité de m'y rendre. Il expliqua à la serveuse pétrifiée de respect qu'il était juste passé parce que ses amis lui avaient raconté qu'on servait là les meilleures pâtisseries de la ville. Il adorait tout ce qui était sucré. Je ne le quittais pas des yeux et le vis engloutir une quantité stupéfiante de tartelettes aux fraises et d'Apfelstrudel. Son visage me déplut. Le teint était blafard et les contours manquaient de netteté car sa peau avait une consistance flasque et spongieuse, ce qui n'avait absolument rien d'appétissant. Au milieu de cette physionomie à la fois molle et brutale, le regard était étrangement fixe et voilé. Ses yeux avaient quelque chose d'un aveugle. Je me souviens alors qu'il avait souffert d'une cécité passagère à cause d'une intoxication par les gaz pendant la guerre. Mais je me souviens également que ce regard fixe et absent est caractéristique de certaines personnes pathologiquement égocentriques. Mon goinfre de voisin avait le terrible regard d'un homme qui est dans l'incapacité physique de voir autre chose que ce qu'il veut engloutir, que ce soit une portion de crème fouettée ou un pays. Il était accompagné de 3 ou 4 autres hommes, des chemises brunes sans aucun intérêt, pourvus de mâchoires et de nuques de brutes.
Tout le groupe exultait, comme il est normal, après une grande victoire. Leur conversation était bruyante et banale. Ils discutaient des rôles féminins dans une opérette dont la première représentation devait avoir lieu le jour même. Ils s'esclaffaient beaucoup, mais l'écho de leur rire rendait un son plus menaçant et agressif que joyeux. Hitler avait une façon extrêmement désagréable de se taper sur les cuisses quand il riait. La bouche grande ouverte, le regard froid et aveugle. Un tel homme, pensais-je, ne peut pas devenir dangereux. Aussi mauvais soit-il, sa médiocrité à elle seule le rend inoffensif. Le dessinateur anglais David Lowe avait raison quand il dit quelques années plus tard « On n'a pas besoin de faire sa caricature, il en est déjà une ». Comment un homme qui était à lui seul une caricature pouvait-il espérer un jour arriver au pouvoir dans un pays comme l'Allemagne? Manifestement, il n'avait rien à offrir. Aucune vision d'avenir, aucune expérience, aucune intelligence. Il n'avait rien de spécial, sauf peut-être ce brin de folie dans les yeux. Effectivement, ce qui attirait l'attention sur lui, c'était la dimension pathologique et presque démente de son égocentrisme et de sa haine. Cette double impulsion haine et égocentrisme était la source de toute son énergie. Ce pouvoir dont il désirait s'emparer, il avait seulement pour lui la valeur d'un instrument lui permettant de satisfaire sa passion destructrice, à savoir blesser et anéantir le plus grand nombre possible d'êtres humains. Et il arriva à ses fins, grâce aux Allemands. Les Junkers et les industriels allemands virent en Hitler le chef de la révolution conservatrice. L'homme qui avait la capacité et la volonté de les aider à conserver ou à augmenter leurs privilèges et à empêcher le progrès social. Les jeunes Allemands, des deux sexes, dégoûtés de l'immobilisme et des tergiversations de la République de Weimar, acclamèrent le mouvement comme porteur de la révolution de la jeunesse. Les nationalistes allemands, qui souffraient d'un sentiment d'infériorité depuis la défaite de 1918, n'étaient que trop disposés à accepter Hitler, prophète et chef de la révolution nationale, qu'ils appelaient de leur vœu depuis si longtemps. Pour Hitler et sa bande, toutefois, programmes et principes n'avaient pas plus d'importance que n'importe quel autre stratagème démagogique. C'étaient des armes faciles et efficaces dans leur lutte pour un pouvoir toujours plus grand. La nation ne signifiait absolument rien pour eux. Ils ne croyaient à rien. Rien n'avait d'importance hormis leur propre carrière. Leur mouvement était la révolution de l'inanité, la révolution du nihilisme, comme l'a très bien dit Hermann Rauschning, un réfugié allemand ancien confident du Führer. Terreur et mensonge étaient les accessoires habituels de ce régime. La guerre en était la conséquence inéluctable. Le Troisième Reich a évolué logiquement et continuellement dans le sens de sa propre loi interne et immanente, depuis la mobilisation totale jusqu'à la destruction totale. Même si Hitler avait réussi à conquérir l'Angleterre, la Russie et les États-Unis, le combat aurait continué. Il se serait trouvé un autre ennemi. Il était décidé à continuer de se battre tant qu'il y avait quelque chose à détruire. Il aurait été facile de déjouer la farce tragique de l'aventure hitlérienne, aventure dévastatrice et dépourvue d'objectifs. Les Allemands auraient pu le mettre à la porte quand ils le voulaient, même après avoir commis l'énorme erreur de le choisir comme chef. Et jusqu'en 1938, les démocraties auraient pu l'empêcher d'agir sans risquer un conflit armé. Mais de manière incompréhensible, elles le laissèrent faire. Pendant qu'il mobilisait toutes les forces de l'Allemagne pour lancer son attaque massive sur le monde civilisé, le monde ne bougea pas, paralysé par l'autosatisfaction et l'inertie. La crise provoquée par Hitler était donc peut-être une leçon nécessaire, même si elle fut cruelle et dispendieuse. Il n'y a qu'un moyen d'empêcher que ne se reproduise une telle catastrophe. Une solidarité parfaite et l'organisation soigneusement planifiée de la paix à l'échelle mondiale. Dans un monde sans unité et sans détermination morale, chaque aventurier dépourvu de scrupules peut détourner à des fins destructrices les moyens mis à sa disposition par la technique moderne et la propagande. Pour cela, nul besoin qu'il soit un surhomme diabolique ou un génie du mal. Hitler n'était ni l'un ni l'autre. Il était simplement d'une méchanceté peu commune et un peu cinglée. Ce n'était pas un grand homme. Merci beaucoup Dominique pour cette lecture. Je trouve que cet extrait est génial parce que ça montre l'étendue des capacités de Klaus Mann, aussi bien à raconter une anecdote,
à dépeindre des personnages et toute cette vision incroyable qu'il a, et les leçons qu'il nous donne aussi à nous aujourd'hui. Ça fait froid dans le dos. Voilà, je voudrais ouvrir la discussion maintenant sur la situation d'aujourd'hui. Quels sont tous ces parallèles qu'il y a avec la situation en Allemagne, dans d'autres pays, et je pense notamment aux États-Unis, où quand on lit ce que Klaus Mann écrit sur Hitler, qui les définissant comme une sorte de bouffon, on ne peut pas s'empêcher de penser à Trump. Oui, bah c'est la logique de la répétition en quelque sorte, et on peut effectivement s'interroger sur ce que ça signifie tirer les leçons de l'histoire. Est-ce qu'on tire les leçons de l'histoire? Je l'ignore. En tout cas, les tentatives qui ont été faites tant après la Première Guerre mondiale qu'après la Seconde Guerre mondiale de mettre sur pied, d'établir un ordre mondial qui réunirait l'essentiel des nations pour promouvoir la paix. Bon, il y a eu ces tentatives, elles existent encore, mais on voit bien ce que c'est au quotidien. Les nombreuses crises politiques qu'on a connues ces dernières décennies montrent bien que cette solidarité que Klaus Mann appelle de ses voeux comme étant la clé de voûte justement d'une avancée, ben, cette solidarité, je veux dire, on en est encore à la chercher. Donc d'une certaine façon, s'il y a eu un effort pour essayer justement de ne plus revivre ce qu'on a vécu, ben, pour le moment, on est encore très loin sur le chemin d'un aboutissement satisfaisant. Enfin, me semble-t-il. Je crois que, et la façon dont l'Amérique a évolué ces dernières années, et dont on a vu revenir au pouvoir un président dont on avait cru avoir déjà épuisé en fait toute la capacité de mouvement, on était vraiment au tout début. Oui, et ce qui est assez fascinant, une fois de plus, quand on lit Klaus Mann, c'est que quand lui arrive aux États-Unis, donc en 38 ou 39, je sais plus, 38, bien au contraire, à l'époque, c'est Roosevelt qui est le président, et là, Klaus Mann est euphorique pratiquement en voyant que ce président est si intelligent, si sage, les mesures qu'il prend vis-à-vis de la population pour l'aider. On a l'impression qu'en fait, aujourd'hui, la situation s'est complètement renversée, quoi. Je ne sais pas si on peut faire cette analyse-là, parce que je pense que l'Amérique d'alors était elle aussi assez, c'était une Amérique déchirée. Je pense que c'était pas une Amérique unanime. Et les réalités sociales et politiques de cet ensemble qui constituait tous ces États américains étaient quand même, c'était complexe. Et la pensée fasciste avait parfaitement existait parfaitement là-bas aussi. C'est-à-dire que c'était une nation qui contenait en germe quand même aussi beaucoup de choses qui se sont ensuite exprimées politiquement de diverses manières. Mais les choses ne sont pas apparues tout d'un coup avec Donald Trump. Enfin, et dès l'époque, non, c'était certains milieux étaient ouvertement sympathisants avec Hitler. Donc voilà, c'était déjà, enfin, on n'était déjà pas dans un contexte politique où il y avait vraiment de façon très tranchée deux camps. Alors, il y avait le président américain, évidemment, mais voilà, il était. Et par rapport à l'Allemagne d'aujourd'hui, donc où l'extrême droite est en train de faire une percée assez spectaculaire, qu'est-ce qu'on peut en dire justement par rapport à aujourd'hui? Bon, je suis pas une analyste politique, mais là encore, j'ai tendance à penser que ce sont des mouvements de fond, c'est-à-dire que ce sont presque des mouvements inhérents à nos sociétés, et que d'une certaine façon, c'est toujours là, de manière plus ou moins latente,
Mais que peut-être après le choc incroyable de la guerre et de la découverte de ce qui s'est passé, il y a eu une période de tabou en quelque sorte où on ne pouvait plus aller dans un certain sens. Mais il est bien évident que ces périodes-là de tabou où à un moment donné, voilà, on peut plus se rejoindre sur certaines idéologies, ces périodes de tabou sont vouées à disparaître. Et après, chacun politiquement, d'une manière ou d'une autre, contribue à attaquer à la pioche ces tabous en disant il ne faut plus de tabou, justement, il faut dire ceci, il faut dire cela. Et au fil des décennies, on se rend compte que tout à coup, on redonne voix à un certain nombre d'idéologies et de réflexes qu'on croyait avoir disparu. C'est faux. C'est faux. Ils ont toujours été là, mais pour des raisons historiques, ils ne se sont pas forcément exprimés à tout moment, mais ils n'ont pas disparu pour autant. Et je crois que c'est ça qui est un peu désespérant, parce que ce sont des tendances qui sont présentes. Oui, alors aussi, il y a une chose qui est importante chez Klaus Mann, c'est que lui-même était donc homosexuel et que dans cette période effectivement de lutte contre tout ce qui était les mouvements nazis et d'extrême droite, il y avait aussi une persécution vis-à-vis de tous les membres de la communauté LGBT, même si ça se fait pas comme ça. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, on se contentait de homosexuels. Ouais. Et effectivement, Klaus Mann a avec beaucoup de sincérité et de franchise, dès son premier roman qui s'appelle La danse pieuse, abordé le problème de l'homosexualité, de son homosexualité. Il en a parlé avec énormément de franchise et c'était assez admirable. Enfin, à une époque, c'était le début des années 30, où tout ça était prohibé, bien sûr. Oui, donc ça fait encore une fois partie de ce Son courage qu'il a d'avancer en toute franchise, de s'en cacher. Mais aussi, ce que je trouve, là où je trouve qu'il y a encore plus de courage, c'est que ce sont les personnages, enfin, l'homosexualité est présente, alors les romans, par exemple Alexandre, dans la nouvelle Ludwig, enfin qui s'appelait pas Ludwig, mais voilà, c'est facile pour nous d'appeler Ludwig, dans son texte sur Tchaïkovski, et donc, mais de façon comment dire, naturelle et évidente. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas besoin, d'une certaine manière, de mettre ça en avant, c'était là. Et à partir du moment où il le posait comme un donné, c'était là le courage. C'était de le présenter exactement comme c'était, à savoir comme un comportement qui n'avait rien ni de choquant, ni d'inhabituel, ni de quoi que ce soit. Et c'est ça cette façon. Non pas en le minimisant, mais tout simplement en lui donnant la place normale et naturelle que ça avait. Et je trouve que c'est ça qui est très fort, en fait, dans ces textes-là. Et qui peut-être en fait plus encore que s'il avait voulu grandir en étendard. Voilà. C'est une chose qui me paraît digne d'être notée. Ouais. Bien, ben, je vous remercie toutes les deux. Et donc, la semaine prochaine, il y aura le deuxième volet sur Diacritique qui sera consacré cette fois à Olivier Manoni et à ses livres Traduire Hitler et tous les greniers. Donc, pour conclure sur Klaus Mann. Alors, ce que j'aurais envie de dire, c'est que même après, voilà, toutes les réflexions qu'on peut faire sur l'état du monde aujourd'hui, et sur le fait que ces fameuses leçons de l'histoire dont parle Klaus Mann restent encore à tirer. Je voudrais mettre l'accent sur, comme a dit Dominique, sur le courage de cet homme et sur le fait que c'est ça qui est important. C'est cette capacité à se mobiliser, à observer lucidement autour de soi et à dire à un moment donné ça je refuse. Parce qu'à partir du moment où on commence à tuer les hommes, à brûler les livres, etc., ce n'est pas tolérable. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Je crois que malheureusement, on aura encore plus d'une fois l'occasion d'avoir à résister et à dire non.
mais on a des sources d'inspiration et on peut justement puiser du courage aussi dans ce que d'autres ont fait avant nous. Merci beaucoup à toutes les deux. Mhm. Et donc, si tu veux remontrer le livre, Corinna, Oui, donc moi, j'invite tout le monde à lire Contre la barbarie de Klaus Mann et tout le reste de et l'œuvre peut-être de... aussi voilà ces textes moins connus, Alexandre et Ludwig, qui donnent aussi une vision de l'homme politique et du conquérant, qui vient à l'appui de tout ce qu'on a pu dire au cours de cette émission. Merci beaucoup. Merci.